toutes et à tous. Bienvenue pour cette conférence DGECO sur la mondialisation à l'épreuve de Trump. Donc je suis très heureux de vous accueillir. Voilà, on est à un an, juste c'est la date anniversaire de l'élection de Donald Trump. Donc il a été réélu 47e président des États-Unis. Et on est voilà, moins de 9 mois après sa prise de fonction. Et on a déjà l'impression de vivre dans un autre monde, ou en tout cas dans un autre système international. Alors les observateurs s'attendaient à des ruptures, mais je pense que peu d'entre nous s'attendaient à des politiques aussi brutales et aussi radicales. Bien sûr, dans les politiques intérieures, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais aussi, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, dans les politiques extérieures et dans le positionnement des États-Unis vis-à-vis de la mondialisation et vis-à-vis du système commercial et économique international. Donc je ne vais pas faire une introduction trop longue, mais je voudrais juste rappeler un petit peu, j'ai essayé de faire un peu le résumé ou la liste des principales interventions, mesures de politique internationale, politique économique internationale mise en place par Donald Trump, et ça donne assez rapidement le vertige. Donc depuis février, encore une fois 9 mois, on a eu des droits de douane massifs. On est passé de moins de 5% de droits de douane moyens des États-Unis à plus de 16% aujourd'hui. C'est quelque chose qui est inconnu depuis l'entre-deux-guerres, depuis la Seconde Guerre mondiale au moins, avec des pointes à 150% en avril vis-à-vis de la Chine, 50% aujourd'hui vis-à-vis du Brésil, vis-à-vis de l'Inde, des droits de douane de 50% sur l'acier ou l'aluminium. Voilà, donc vraiment, sur le front des droits de douane, des augmentations extrêmement importantes et extrêmement du jamais vu depuis au moins 70 ans. On a eu par ailleurs des menaces d'annexion, ou en tout cas des menaces vis-à-vis du Canada ou du Groenland en lien avec les questions de ressources naturelles. On a eu la sortie d'un certain nombre d'organisations internationales, alors l'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO, ce qu'il avait déjà fait lors de son premier mandat, la sortie de l'accord de Paris, donc du pacte sur le climat. On a vu des pressions pour faire capoter l'accord sur la décarbonation du transport maritime international, un retrait de l'accord de l'OCDE sur la taxation des entreprises multinationales, qui était un des seuls accords, une des seules avancées multilatérales de ces dernières années. Et puis, sur le pan de l'aide au développement, on a vu des coupes drastiques dans l'aide au développement américaine, sous la férule d'Elon Musk et du département d'efficience gouvernementale, le fameux DOGE, dont on a beaucoup parlé. Donc voilà, c'est vraiment, on a l'impression d'une série de coups de boutoir contre le système commercial et économique international tel qu'il existe, mais aussi beaucoup plus largement une volonté de redéfinition de l'architecture de la mondialisation et de ses règles multilatérales de son organisation. Donc l'objectif de cette table ronde, c'est d'essayer de faire le point et puis de faire un peu plus d'analyse, parce qu'on est un peu pris dans le tourbillon des annonces et des différentes mesures. Et donc pour ça, je vais avoir 4 intervenants, et je suis très content d'avoir vraiment 4 intervenants qui vont couvrir des sujets très différents et qui sont spécialistes de sujets assez différents, qui vont nous permettre de couvrir différentes dimensions justement de ces effets et de aujourd'hui et ce qu'on peut attendre dans le futur de Trump et ce que fait Trump à la mondialisation. Alors je vais vous les présenter, puis après ils vont pouvoir intervenir. Je vous dirai comment on organise un petit peu cette séance, cette table ronde. Donc d'abord, juste à ma gauche, j'ai Mathilde Dupré, qui est co-directrice de l'Institut Veblen. Donc ceux qui ne connaissent pas l'Institut Veblen, c'est une association qui promeut les idées économiques et les politiques publiques qui font avancer la transition écologique. Et donc elle est spécialiste des questions de politique commerciale européenne, de protection des investissements internationaux et de transition écologique. Et donc elle va aborder ces sujets-là en lien avec Donald Trump. Ensuite, j'ai Kevin O'Rourke, qui est directeur de recherche au CNRS et professeur à Sciences Po, après avoir travaillé pour un certain nombre de grandes universités, Columbia, University College Dublin, Harvard, Trinity College Dublin et Université d'Oxford plus récemment. C'est un grand spécialiste, voire le spécialiste de l'histoire de la mondialisation commerciale. Et puis, il a aussi beaucoup intervenu sur des questions d'actualité économique, notamment au moment du Brexit, avec un livre sur ce sujet-là.
Ensuite, j'ai Pierre Aski, que vous connaissez sûrement tous, qu'on peut entendre tous les matins sur France Inter, sur la chronique géopolitique. Et donc, Pierre Aski qui devra nous quitter un petit peu avant la fin, justement pour rentrer et pouvoir écrire sa chronique géopolitique de demain matin. Et ensuite, pour finir, j'ai Éric Monet tout à gauche, qui est directeur d'études à l'EHESS et professeur à l'École d'économie de Paris, qui est aussi un historien de l'économie, qui est spécialisé plutôt sur les questions monétaires et financières, l'histoire du système monétaire international et des politiques monétaires et marchés financiers en France et en Europe au XXe siècle, et plus récemment, et c'est aussi ce dont il va parler, il a aussi écrit un petit peu sur les crypto-monnaies et les questions de stablecoin qui sont particulièrement importantes aujourd'hui dans le contexte aujourd'hui. Donc voilà, merci à tous les quatre d'être présents. Je vais, juste pour l'organisation, on a décidé, on a un petit peu de temps, et donc on a décidé de laisser une dizaine de minutes à chacun des intervenants pour pouvoir approfondir un petit peu chacun un aspect différent sur voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et comment le replacer dans un contexte, comment lui donner quel type d'analyse on peut en tirer. Et puis après, on aura des échanges entre nous, et puis je prendrai dans la dernière demi-heure les questions du public. Donc j'ai une tablette ici, il y a le numéro qui s'affiche en haut, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions tout au long, et puis je m'en ferai l'écho auprès de nos intervenants. Voilà pour l'organisation. Et donc, je vais commencer par donner la parole à Kevin O'Rourke pour avoir un regard un petit peu historique et puis revenir sur l'histoire. Au regard de l'histoire, est-ce que c'est une surprise d'en arriver là après un backlash contre la mondialisation telle qu'on le connaît aujourd'hui, après une période qu'on a qualifiée une période d'hypermondialisation depuis les années 90. Qu'est-ce que l'expérience historique nous apprend sur la situation dans laquelle on est aujourd'hui? Bon, il y a des choses qui surprennent et il y a des choses qui surprennent beaucoup moins si on connaît un peu l'histoire de mondialisation. Donc, qu'il y ait une réaction contre la mondialisation, ce n'est pas surprenant parce qu'on l'a vu dans le passé, notamment au fin du 19e siècle, où il y a eu une vraie mondialisation moderne créée par les nouvelles technologies de transport à vapeur, les navires, les trains, etc. Et ça a réduit l'écart entre les prix dans les continents divers. Et il y a eu beaucoup de croissance liée à cela. Il y a eu des gagnants, mais il y a eu aussi des perdants. Et ce n'est pas surprenant que lorsque les perdants avaient le pouvoir d'y faire quelque chose, ils l'ont fait. Et donc, notamment en Europe, les grands perdants, c'était les agriculteurs, les grands propriétaires de terre en Angleterre, les paysans en France, etc. Et il y a eu donc presque partout en Europe des tarifs douanières agricoles surtout. Et aux États-Unis, il y a eu aussi l'émergence de restrictions sur l'immigration. Donc quand il y a des perdants, il ne faut pas être surpris s'il y a une réaction. Et on avait écrit un bouquin là-dessus en 99 et on a écrit cette histoire et on a fini par dire ça peut se reproduire. Et donc je ne suis aucunement surpris par cela, surtout parce qu'il y a eu aussi récemment la grande crise financière de 2008 et la crise du zone euro en 2010. Et on a vu dans les années 30 du siècle précédent que lorsqu'il y a vraiment une très grande crise macroéconomique, ça aussi, ça peut provoquer une réaction contre le marché en général, car le marché se révèle comme être inefficace sur beaucoup de points et il y a des inégalités qui payent pour la crise, ce n'est pas forcément ceux qui l'ont produit. Et il y a eu, après la Grande Dépression, du protectionnisme presque partout dans le monde. Donc encore quelque chose qui rend ce que nous vivons aujourd'hui moins surprenant. Et troisièmement, la mondialisation a toujours été géopolitique, non seulement politique, mais géopolitique. C'est toujours un reflet du système de l'équilibre international de l'époque. Donc notre mondialisation, je suppose,
est l'enfant du fin de la guerre froide, surtout. Et puis il y a eu ce pari un peu hubristique qui a échoué, on peut dire, que si on laissait rentrer la Chine dans l'OMC, eh ben, elle deviendrait démocratique et il y aurait la paix pour toujours. Donc voilà. La Russie a quand même envahi l'Ukraine déjà en 2014. La Russie a envahi la Géorgie en 2007. Ceux qui voulaient le voir en face, enfin, avaient toute la preuve dont ils avaient besoin que les années 90, c'était une trêve. L'histoire n'était pas finie. Et donc, pour toutes ces raisons, on peut presque dire que la seule surprise, c'est qu'il n'y a pas eu une réaction contre la mondialisation avant 2016. Ça a quand même pris 15 ans après l'arrivée de la Chine dans l'OMC pour que vraiment il y ait une réaction forte aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Donc ça, c'est les choses qui ne surprennent pas. Ce qui m'a surpris, c'est la brutalité avec laquelle les États-Unis ont déchiré les règles les plus centrales qui ont gouverné le commerce international depuis la Deuxième Guerre mondiale. Quand M. Trump nous a montré ce tableau-là, le 2 avril, tout le monde a dit « Ouh là là, ils sont élevés ces tarifs douanières ». Mais ce n'était pas ça le plus choquant. Le plus choquant pour moi, c'est que chaque pays recevait un tarif différent. Et ça, c'est illégal. On ne peut pas faire plus illégal que ça, car la règle centrale qui a gouverné notre système depuis 1947, avec l'arrivée en vigueur de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, c'est l'article 1. Ce n'est pas l'article 53 ou 80 bis, c'est l'article 1 qui dit qu'on ne peut pas discriminer entre les autres pays membres. Du GATT de l'époque, de l'OMC de nos jours. Sauf si on est dans une union douanière, comme c'est le cas pour l'Europe, ou dans un accord de libre-échange, comme c'est le cas pour le Canada, le Mexique et les États-Unis. Là, on peut discriminer. Mais à part ça, non, on ne peut pas. Et donc, ce qu'il a fait, c'est mais vraiment complètement illégal. Et ça choque surtout pour deux raisons, pour moi. D'abord parce que c'était toujours les États-Unis qui étaient les grands défenseurs du principe de non-discrimination. Les Européens, eux, discriminaient tous en faveur de leur empire colonial. Et c'était les Américains, les Japonais et d'autres qui étaient les grands perdants de cette discrimination européenne. Et donc, les Américains avaient tout intérêt à insister après la guerre que, voilà, basta. Bon, les Européens ont quand même eu quelques trucs. Ils ont gardé le droit de discriminer en faveur de leurs empires. Les Américains n'étaient pas contents, mais bon, les empires ont disparu. Et c'était la fin de cette histoire. Donc, ils avaient un intérêt économique à être contre la discrimination. Et surtout, Cordell Hull, qui était le secrétaire d'État de Roosevelt, donc le ministre des Affaires étrangères américain, qui a eu le prix Nobel de la paix, pour ce qu'il a fait pour le système de commerce. Il était sincèrement persuadé que le protectionnisme en général et le protectionnisme qui discriminait surtout alimenter les tensions internationales qui peuvent en fin de compte conduire à la guerre. On le voit aujourd'hui, on le voit que les gens sont très agités quand Trump met un tarif sur nous qui est plus élevé que sur le voisin. Donc c'était ça que Cordell Hull voulait éliminer de notre système. Et donc de voir que c'était les Américains qui avaient rompu avec ce système qu'on a eu pendant 80 ans, c'est vraiment frappant. Et la deuxième chose, je dois le dire, qui me choque, surtout en tant qu'Européens, c'est que nous jouons son jeu, en fait. Le 3 avril, il y avait deux choix. Soit ce que faisaient les Américains, c'était l'équivalent d'un grand Brexit. Voilà, donc eux, ils se retirent du système, le système reste intact. Bien sûr, Trump, comme les Brexiteurs d'ailleurs, voulait aller plus loin. Il espérait que le système duquel il se retirait s'écroule. Voilà, et ce qu'il est en train de faire, il rompt avec les règles et tout ça. Mais si les autres continuent à jouer le jeu, bon, ben, c'est pas bien que les Américains sortent, mais ils sont 20% du PIB mondial, 25%. C'est pas bien, mais c'est pas la fin du monde. Mais là, les Européens viennent de passer un accord avec les Américains qui discriminent en faveur des Américains et donc contre le reste du monde. Les Britanniques ont fait pareil et c'est illégal.
Et c'est vraiment grave pour nous parce que notre compréhension de nous-mêmes en tant qu'Européens, c'est que nous, on est pour les règles, on est pour le droit international. Je ne sais pas si les gens en Asie et en Afrique et ailleurs sont convaincus que les Européens sont vraiment comme ça, mais c'est comme ça que nous nous comprenons. Et donc, nous rompons complètement avec nos traditions politiques. Et bon, on comprend pourquoi. C'est à cause de la guerre en Ukraine. Mais c'est quand même grave. Et juste pour terminer, puisque c'est à cause de la guerre en Ukraine, et Sabine Weyand l'a dit, hein, la chef du directeur général du commerce, elle l'a dit en Allemagne, on n'avait pas le choix, vu la guerre. Enfin, on ne sera pas souverain en Europe et on ne pourra pas prendre des choix européens en tant qu'Européens tant que nous ne sommes pas capables de défendre notre continent militairement. Mais bon, ça c'est un autre sujet pour un autre panel. Merci beaucoup. Merci beaucoup Kevin. Donc on va passer maintenant qu'on a eu un aperçu général sur ces questions de commerce international et de ce que ça fait sur les règles du commerce international et qui était préexistant, le système est préexistant depuis la Seconde Guerre mondiale. On va essayer de se concentrer justement sur ce qui a été évoqué sur les accords et la réaction des différents acteurs, et notamment on va commencer par l'Union européenne avec Mathilde Dupré. Donc voilà, voir un petit peu, donc il y a eu cet accord entre l'Union européenne et les États-Unis. Déjà, quel est le contenu de cet accord et puis quels sont les enjeux derrière cet accord. Et puis de manière plus large aussi, les enjeux pour l'Union européenne. Il y a des enjeux en termes d'agenda de durabilité, de Green Deal. On est dans un processus de transition au niveau européen. Trump n'arrive pas n'importe quand. Et donc, qu'est-ce que ça implique pour les Européens, cette situation ? Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Peut-être vous dire un peu d'où je parle pour éclairer mon propos, parce que donc, j'ai effectivement contribué à monter un programme de travail sur la politique commerciale de l'Union européenne au sein de l'Institut Veblen et comment verdir et transformer cette politique commerciale européenne au regard de nos engagements en matière de durabilité. Mais avant ça, j'ai aussi travaillé pour une ONG de développement française, le CCFD Terre Solidaire, où j'ai travaillé sur les questions d'évasion fiscale et les questions de violation des droits humains et de dégradation de l'environnement dans les chaînes de valeur internationales. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur, en gros, la lutte contre le dumping fiscal, social, environnemental dans les règles de la mondialisation. Et donc, depuis le début de ma vie professionnelle, j'avais quand même l'impression qu'on avançait petit à petit sur des règles et des standards internationaux dans ce domaine, parce que j'ai participé au lancement des négociations à l'OCDE sur la lutte contre l'évasion fiscale des entreprises multinationales, donc ça c'était après la crise financière de la fin des années 2000, mais qui ont abouti en 2021 à un accord de l'OCDE sur un taux minimum d'imposition de 15% des bénéfices des entreprises multinationales et une toute petite, trop petite peut-être redistribution des assiettes fiscales au regard de leurs activités réelles, mais voilà, qui était une première réponse à ces grands enjeux. J'ai aussi travaillé entre 2014 et 2017 sur la loi sur le devoir de vigilance en France, qui visait à demander aux entreprises multinationales d'être plus vigilantes et d'avoir des vraies activités de prévention des violations des droits humains dans leur chaîne de valeur et de dégradation de l'environnement, et qui a donné lieu à l'adoption d'une directive au niveau européen juste à la fin du mandat passé, donc juste en 2024. Et puis, depuis que j'ai travaillé avec l'Institut Veblen sur les négociations commerciales, j'ai eu la chance de participer à toutes ces discussions qu'on a eues pendant ce mandat 2019-2024 sur le Green Deal européen, donc ce paquet de réformes de l'Union européenne de verdissement de l'économie, où pour la première fois on changeait un peu de paradigme au sein de l'Union européenne avec la question des règles qu'on pose
pour l'accès au marché européen, donc avec à la fois le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, des règles sur la déforestation importée de la consommation européenne, des règles sur le travail forcé et sur des normes d'éco-conception des produits qui s'appliquent à la fois aux produits européens et aux produits importés. Donc tout cet agenda de travail semblait quand même aller dans un sens de plus de régulation de la mondialisation, avec évidemment des tensions et des frictions, parce que certains États tiers voyaient d'un mauvais œil certaines restrictions d'accès au marché européen selon des critères environnementaux. Certains qualifiaient ça d'impérialisme vert, etc. Donc c'était pas un chemin facile, mais c'était quand même un élan intéressant, et avec l'idée qu'on n'impose pas des règles parce que ce seraient les Européens qui fixent ces règles, mais parce que c'est la mise en œuvre de nos engagements internationaux dans le cadre d'accords multilatéraux, que ce soit sur le climat, sur la biodiversité, sur la fiscalité internationale. Et donc à chaque fois, ces règles, elles étaient pensées, comme on a du mal à fixer des règles ambitieuses pour tous à l'échelle multilatérale, on fixe en fait des degrés d'ambition, et après on peut les mettre en place à l'échelle unilatérale. Et sur la taxation, c'est ce qui devait se passer par exemple, c'est-à-dire tous les pays peuvent capter l'impôt non perçu, le différentiel d'impôt non perçu sur ce seuil de 15%, et si les pays hauts des multinationales ne le font pas, d'autres pays peuvent, sur la part des recettes des assiettes qui leur reviennent, taxer ce différentiel. Et je dois dire que depuis quelques mois, rien ne se passe comme prévu. Ça a précédé les élections américaines, puisque déjà au niveau européen, avec le scrutin de 2024, on a vu qu'on n'était plus du tout dans le même élan que ce qu'on a pu avoir sur les 5 années précédentes. Et donc la question, c'était la préservation des acquis et la mise en œuvre de tous ces textes européens qui avaient été adoptés sans véritable volonté d'aller beaucoup plus loin, et déjà beaucoup de discussions sur la mise en œuvre effective de ces règles. Certaines voix ont commencé à dire qu'on était allé trop loin, et on trouve ça un peu dans le rapport Draghi qui continue à fixer le cap sur la partie décarbonation de notre économie, mais qui disait que sur le devoir de vigilance, sur la gestion des déchets, sur la biodiversité, etc., on était peut-être allé trop loin en termes d'ambition. Et un peu paradoxalement, on a commencé à assimiler toutes ces nouvelles règles d'accès au marché européen, qui devraient être des règles de protection, à des lourdeurs administratives, à de la réglementation, etc. Et donc, on a commencé un agenda de détricotage de ces règles, alors même qu'elles n'ont pas été mises en œuvre dès le début du mandat en 2024 au niveau européen. Et donc, évidemment, Donald Trump arrive dans ce contexte-là avec une violence dans la politique qui est menée, qui est d'un niveau sans précédent. Ça a bien été rappelé en introduction par rapport à ce qui avait été fait dans le premier mandat. Et l'Union européenne, finalement, apparaît quand même assez impréparée à cette violence et à ces coups de boutoir contre le système international. Donc, dès la fin du mois de juin, l'Union européenne, conjointement avec les autres pays du G7, a annoncé qu'elle renonçait à appliquer aux entreprises américaines cet impôt minimum sur les entreprises multinationales, ce qui est quand même une défaite en rase campagne pour la mise en œuvre de ces règles, parce que tout était en place pour qu'on puisse les appliquer même sans l'assentiment des États-Unis. Et puis ensuite, il y a cet accord politique commercial qui a été conclu, je ne sais même pas si on peut dire accord commercial, parce que sa forme est quand même très vaporeuse. On a eu d'abord une annonce politique fin juillet, et puis le 5 août, la Commission européenne a dit qu'elle renonçait à mettre en œuvre les droits de rétorsion qu'elle avait prévu d'adopter. Puis après, le 21 août, on a eu une déclaration conjointe qui donne un peu le détail des discussions. Et donc l'accord négocié contient plusieurs volets. En gros, pour enrayer l'escalade tarifaire, on a accepté 15% de droits de douane américains sur les marchandises européennes vers les États-Unis de façon unilatérale, contre 0 sur les biens américains, avec quelques exceptions de part et d'autre. Et en plus de ça, l'Union européenne s'est engagée à réaliser des achats massifs aux États-Unis, à commencer par 750 milliards de dollars de gaz naturel liquéfié, de pétrole, d'énergie nucléaire, jusqu'en 2028, soit un triplement
des importations actuelles, ce qui est évidemment en contradiction complète avec les efforts de décarbonation et d'autonomie stratégique annoncés par l'Union européenne. Mais même le volume semble disproportionné par rapport à la production même de ces énergies au niveau américain. Et par ailleurs, on a promis d'acheter 40 milliards d'euros de puces électroniques pour l'intelligence artificielle, des équipements militaires et réaliser 600 milliards d'euros supplémentaires d'investissement dans les secteurs stratégiques aux États-Unis. Par ailleurs, on a dit que des normes qui affectent le commerce dans le domaine automobile, agricole, etc., pourraient être rediscutées. Et dans l'accord, on s'engage aussi à assouplir un certain nombre de règles, et notamment les règles du Green Deal que je venais de citer, donc sur le devoir de vigilance des entreprises, sur la déforestation importée, sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et on écrit noir sur blanc qu'on appliquera un traitement différent aux entreprises américaines qu'aux entreprises du reste du monde. Donc évidemment, ça a fait réagir beaucoup de pays du monde entier qui réclamaient un assouplissement ou un peu de flexibilité dans la mise en œuvre des règles européennes. Je pense à l'Inde, je pense à l'Afrique du Sud, au Brésil, etc. Donc qui demandent à juste titre un traitement équivalent. Et donc, voilà, les promoteurs de cet accord nous disent c'était le prix à payer pour l'Ukraine, c'était le moins mauvais accord qu'on pouvait obtenir dans la période vu l'état des forces dans la discussion. Et de toute façon, tous ces reculs étaient déjà quelque part en train d'arriver sur les réglementations européennes. Donc, c'est un moindre mal. Ça permet de stabiliser la situation. Sauf que la situation ne se stabilise pas vraiment, puisqu'on a quand même vu des nouvelles annonces côté américain. Il y a déjà eu des changements dans la liste des produits dérivés de l'acier, de l'aluminium. Donc, en fait, les engagements américains de la partie américaine dans cet accord sont assez flous. Et des nouvelles menaces sur les taxes, sur le numérique, etc. Donc, on voit que ça n'a pas vraiment calmé l'appétit de l'administration américaine. Donc on voit que le côté européen, tout le monde essaye de gagner du temps en mettant en œuvre le plus lentement possible le volet tarifaire de cet accord, que ça génère déjà beaucoup de discussions au Parlement européen avec des parlementaires qui sont assez remontés contre ce qui a été présenté pour mettre en œuvre ce volet tarifaire. Mais on n'a pas vraiment ni prévu le coup d'après, ni trouvé de façon de mieux discuter de ces enjeux-là à 27, et c'est difficile dans l'Union européenne à 27 de traiter de ces ripostes ou de ces réponses à apporter, parce que c'est aussi toute la lourdeur de notre système tel qu'il existe au niveau institutionnel et de gouvernance. Merci beaucoup. Donc on voit qu'effectivement, il y a les mesures mises en place par Donald Trump, mais il y a aussi une remise en cause des avancées et d'avancées qui étaient en cours de la régulation internationale côté européen. Et donc il y a un vrai impact, non seulement côté américain, mais aussi côté européen. Il y a des impacts sur les types de politiques vis-à-vis de la mondialisation et d'encadrement de la mondialisation qui étaient des avancées, en tout cas considérées comme des avancées par un certain nombre d'Européens. Sur ces sujets-là. On va continuer à élargir sur les réactions justement à des partenaires commerciaux avec Pierre Aski. On voit que Trump a tendance à tout mélanger, et donc à mélanger les sujets économiques, les sujets commerciaux, les sujets sécuritaires. Kevin a évoqué la question ukrainienne pour l'Europe. Pour d'autres, c'est d'autres sujets, des questions idéologiques dans un certain nombre de cas, avec des ingérences dans les affaires intérieures en Europe ou en Argentine. Donc voilà, c'est très difficile d'étudier les sujets économiques aujourd'hui sans les questions géopolitiques. Donc voilà, quelles sont les réactions du reste du monde? Il y a un certain nombre de pays qui ont été directement visés pour des motifs économiques et aussi politiques. Alors il y a la Chine avec une concurrence hégémonique qu'on connaissait. Il y a aussi le Brésil pour des raisons politiques. L'Inde aussi pour des raisons
politique. On peut aussi voir la République démocratique du Congo avec des négociations de paix dans le conflit avec le Rwanda et des sujets d'accès aux ressources naturelles qui ont été évoqués par Donald Trump. Donc voilà, quelles sont les réactions de ces pays et justement dans ce lien entre géopolitique et économie. Je pense qu'une partie de la surprise de Trump numéro 2 est venue de Trump numéro 1. Parce que lorsque Trump a commencé son premier mandat, il y a eu une peur du protectionnisme, de ses politiques économiques. Et souvenez-vous, au premier Davos qui a suivi l'élection de Trump, Xi Jinping a été le héros de Davos. Il avait fait un discours sur le libre-échange, il était devenu le chantre il avait repris le flambeau de la mondialisation heureuse devant les participants du sommet de Davos. Et puis, côté Washington, il y a eu l'épisode des adultes dans la pièce, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire tous ces conseillers militaires ou hommes d'affaires qui ont occupé des postes clés, l'ancien patron d'ExxonMobil, des généraux, secrétaire général de la Maison-Blanche, etc., qui ont, en gros, empêché Trump de dérouler son programme et de dérouler sa vision. Et tout le monde s'attendait à ce que, en gros, le scénario se reproduise avec Trump numéro 2. Et on aurait dû comprendre la veille même de la prise de fonction de Trump qu'on était dans un scénario différent. Le 19 janvier, Trump est rentré à la Maison-Blanche, il a prêté serment le 20 janvier. Le 19 janvier, Marco Rubio, secrétaire d'État de Donald Trump, est devant le Sénat américain pour la confirmation de son poste. Et il fait une déclaration liminaire dans laquelle il dit « L'ordre international de 1945 nous a bien servi, nous, Américains. Aujourd'hui, ce sont ces mots, il est non seulement obsolète, mais il est devenu une arme utilisée contre nous. » Et il ajoute « Nous devons construire un nouvel ordre international. » C'est la mission de notre génération, une nouvelle fois, de construire un nouvel ordre international. C'est-à-dire que, tout d'un coup, les États-Unis veulent renverser la table dont ils étaient pourtant les garants et pendant très longtemps les architectes et les principaux bénéficiaires. Et là, il ne s'agit pas seulement de géopolitique, il s'agit de l'ensemble de la marche du monde que les Américains contestent à ce moment-là. Et on ne l'a pas compris à ce point lorsque Trump est arrivé, et je pense qu'on l'a compris effectivement lorsqu'il a sorti ses tarifs. C'est ce jour-là qu'on a compris qu'il était sérieux et qu'il allait casser la baraque. Lorsqu'il met 145% de droits de douane à la Chine, puisque c'est le plus élevé qu'il ait décrété, en 2-3 phases, il est monté jusqu'à 145% sur des échanges commerciaux qui sont de plus de 600 milliards de dollars. Donc on ne parle pas d'une petite somme. On est évidemment dans le fait de casser l'un des piliers, l'un des échanges, des flux commerciaux les plus importants de la planète. Et Trump s'attendait sans doute à ce moment-là à ce que les Chinois capitulent et viennent en rampant, comme il le dit dans ses meetings, pour demander merci et un accord, sans comprendre que ce qui se jouait pour la Chine n'était pas que commercial, mais était en gros le statut de la Chine comme l'autre superpuissance, et pour Xi Jinping, sa place dans l'histoire tout simplement, qui aurait été perdue s'il avait capitulé devant Donald Trump. C'est aussi simple que ça, et ça ne demandait pas une analyse très profonde du système chinois pour le comprendre, et Trump a dû reculer. Pareil, lors d'une deuxième salve, il n'a pas anticipé le fait que la Chine sorte sa bombe atomique commerciale avec l'embargo sur les terres rares, là encore avec quelque chose qui est une réponse du même type que les menaces dont que la Chine subit depuis des années. C'est assez paradoxal de voir comment le monde vu dans la tête de Donald Trump est finalement assez simpliste.
parce que c'est une vision de l'usage de la force qui fait capituler forcément l'adversaire, puisque les États-Unis sont toujours les plus grands, les plus beaux, les plus forts, surtout, et lui-même étant le chef de cette superpuissance. Et là, il a trouvé avec la Chine un adversaire qui n'est pas, comme l'Europe, dépendante des États-Unis pour sa sécurité, qui est capable, parce que c'est un pays autoritaire dans lequel le gouvernement et le parti sont capables de contrôler et donc de subir des reculs, des contre-coups si nécessaire, étaient prêts à sacrifier 15% de leur commerce extérieur pour tenir tête aux droits de douane que voulait imposer Trump. Et troisièmement, utiliser les terres rares comme arme politique, c'était aussi prendre un risque de politiser le commerce international, de violer toutes les règles, mais ça, on n'est plus à ça près aujourd'hui, et donc de risquer un contre-coup pour la Chine elle-même. Ce pari s'est révélé payant, et on a vu lors de la rencontre de la semaine dernière entre Trump et Xi Jinping que les États-Unis ont beaucoup reculé par rapport à leurs ambitions initiales, et que de fait l'endiguement de la Chine, le containment pour reprendre un mot de la guerre froide, qui était en train de se mettre en place, a échoué, et qu'une bonne partie de ce que Trump a voulu faire depuis le début de l'année vis-à-vis de la Chine s'est heurté à cette résistance qui n'était pas dans le scénario imaginé par Trump. Et ça, on le retrouve dans d'autres cas. Paradoxalement, les pays les plus faibles dans la guerre commerciale qu'a déclenchée Trump ont été les alliés des États-Unis. Et l'Europe, pour une raison que vous l'avez dit tous les deux, qui tient à la guerre en Ukraine, c'est-à-dire que Trump, mélangeant tout, on ne peut pas distinguer d'un côté les accords commerciaux, de l'autre côté l'OTAN, et d'un autre côté d'autres questions. Tout est mélangé, et on sait très bien que si l'Union européenne avait refusé un accord avec Trump cet été, c'est la protection américaine qui était en jeu, c'est le soutien à l'Ukraine qui était compromis, et c'est donc une Europe qui se retrouve à poil, si je peux dire, d'une manière qu'elle n'a pas anticipée. Et là encore, bon, on peut faire le procès de l'Europe, on peut y passer des jours et des jours, mais il est clair que l'Europe n'a pas anticipé ça. Je donne juste une anecdote, mais il y a 2 ans, j'étais à un déjeuner avec une première ministre d'une république balte, et on était quelques journalistes à lui parler d'autonomie stratégique européenne, de défense européenne, etc. Et puis à un moment, elle nous a coupé la parole, ça l'agaçait, et elle nous a dit « Écoutez, moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que les Américains restent en Europe pour nous protéger. » Ce qui, de son point de vue, a du sens. Quand on est lituanien ou estonien, on pense à juste titre qu'on est libre aujourd'hui parce que les Américains ont tenu bon pendant la guerre froide, et que la sécurité de l'Estonie ou de la Lituanie, elle dépend de l'OTAN. Elle ne dépend pas de Paris ou de Londres ou de Berlin. Et donc, le choc qu'un pays comme un pays balte peut avoir lorsque Trump mélange tous les genres et dit vous acceptez mes conditions ou je retire l'OTAN, est absolument colossal et explique une partie de la capitulation, il faut bien le dire, européenne, qui a un prix qui n'est pas terminé, qu'on n'a pas fini de payer, puisque, Mathilde l'a dit, on a aujourd'hui des nouvelles demandes, et notamment sur la régulation du numérique, parce que c'est ça la prochaine étape. Il se trouve que j'étais à Washington avec Macron au début de l'année lorsqu'il a fait sa première visite à Trump, et dans l'avion du retour, il nous a expliqué, c'est off, mais il y a prescription, il nous a expliqué que pendant le déjeuner avec les dirigeants américains, le J.D. Vance, qui est l'homme de la Silicon Valley dans cette configuration, n'a parlé que d'un seul sujet, la régulation européenne sur le numérique.
en disant mais il faut que vous vous débarrassiez de ça, ça suffit. Et depuis, ils sont revenus à la charge. Et si demain on nous dit vous supprimez la régulation du numérique, ou on se retire de l'OTAN, ou on arrête de soutenir l'Ukraine, qu'est-ce qu'on va dire? On sera pieds et poings liés, on est pieds et poings liés dans cette situation, qui n'est pas le cas des pays qui ne sont pas des alliés par traité des États-Unis. Le Brésil a subi des droits de douane qui sont supérieurs aux autres parce qu'il y avait le procès de Bolsonaro pour un crime qui est le même que celui qu'a commis Trump le 6 janvier au Capitole. Le Brésil a tenu tête et il est en difficulté aujourd'hui, ça lui coûte cher, mais le Brésil il s'est rattrapé en vendant du soja en quantité plus grande puisque les Chinois ont arrêté d'en acheter aux États-Unis. Mais le Brésil a tenu tête. Et pareil avec l'Inde, c'est plus ambigu, mais l'Inde a aussi refusé de rentrer dans ce chantage. Il y a quelque chose qui est, je terminerai là-dessus, qui est troublant dans cette histoire, et Kevin y a fait allusion tout à l'heure, c'est qu'en fait, les États-Unis se sont retirés du système. Ils n'ont pas changé le système, ils se sont retirés du système. Il n'y a qu'à voir les accords qu'a signé Trump en Asie du Sud-Est il y a quelques jours, l'accord avec la Malaisie qui fait beaucoup de débats internes en Malaisie, il y a une grosse polémique aujourd'hui autour de cet accord. C'est un accord inégal, on parlait des traités inégaux à l'époque des guerres de l'opium entre la Chine et le Royaume-Uni. Là on est dans les traités inégaux de nouveau, avec des abandons de souveraineté d'un pays comme la Malaisie, qui est obligé de se conformer à toutes les restrictions qu'imposeront les États-Unis à leur commerce, donc avec la Chine, c'est sous-entendu, et c'est pas accepté par une partie de la classe politique malaisienne, et on retrouve ça dans d'autres accords. Mais les États-Unis se sont retirés de ce mode de fonctionnement qui avait été celui de la mondialisation ces dernières décennies. La question qui est posée aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait fonctionner le système sans les États-Unis? Est-ce qu'on reconstruit une mondialisation sans les États-Unis? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que ça a du sens de poser la question comme ça? Sans doute pas, parce que la place et le rôle des États-Unis et leur puissance tous azimuts, c'est-à-dire technologique, militaire et économique, est telle que ça paraît un peu irréaliste. Mais on voit bien que le monde aujourd'hui n'est plus celui d'il y a 20 ans, dans lequel la place des Occidentaux était absolument centrale. Il y a un chiffre qui est, je trouve, tellement parlant de l'état du monde d'aujourd'hui. Lorsque le G7 a été créé dans les années 70, il représentait 80% du PIB mondial. Il est aujourd'hui à 25%. Donc la richesse du monde, elle est produite de manière beaucoup plus diffuse sur la planète, et elle n'est pas concentrée comme avant dans les mains occidentales. Et donc le risque aujourd'hui, c'est que cette renaissance d'une mondialisation, en tout cas de règles commerciales différentes, elle se fasse non seulement sans les Américains, mais sans doute sans nous, qui sommes en voie de vassalisation avancée vis-à-vis des États-Unis. Merci sur cette note positive. On reviendra sur justement les questions de ce qu'on peut envisager pour la suite. Voilà, est-ce qu'il y a un système sans les États-Unis? On y reviendra peut-être dans les questions après. On va juste passer à une autre dimension qui est aussi importante, le plan financier des flux de capitaux. Voilà, on a vu aussi, Donald Trump se définit comme l'homme des droits de douane. C'est son instrument préféré, mais il y a quand même un certain nombre de menaces qui ont été utilisées, pas mises en application, mais en employant des instruments financiers. On a parlé de défauts sélectifs, il y a eu dans
le fameux Big Beautiful Bill de Donald Trump, donc sa loi sur le budget. Il y avait des taxes sur les revenus des investissements pour les détenteurs étrangers, donc qui était quand même, qui a été retiré à la fin, justement suite au retrait, à l'acceptation des partenaires de ne pas taxer les multinationales américaines. Mais on voit qu'il y a l'utilisation justement de ces outils financiers. Donc la question qui est posée, c'est quel est l'impact sur la stabilité du système financier international. Notamment, on connaît le rôle du dollar dans ce système-là. Et puis on parle beaucoup aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure, des questions de crypto-monnaie, de stablecoin. Donc quel est le rôle qui semble être important, associé justement par l'administration américaine à ces nouvelles monnaies. Eric Monin, oui, bonsoir, merci beaucoup. Et donc effectivement, on l'a dit, les États-Unis, c'est beaucoup de choses dans l'économie mondiale, mais c'est aussi le dollar. Et donc c'est cette monnaie des États-Unis qui est non seulement un élément fondamental de la puissance américaine, mais qui est aussi de fait un pilier du monde tel qu'il s'est recréé depuis 1945, après la Seconde Guerre mondiale. Et depuis, en fait, on est habitué à ce que le dollar structure quand même le système monétaire international, et pas seulement avec l'imposition de règles américaines non discutées, mais dans un cadre multilatéral qui a aussi été créé après la Seconde Guerre mondiale à Bretton Woods, avec des règles, avec la création du FMI, etc. Et donc en fait, ce dont je vais parler là, c'est la politique que Trump a vis-à-vis du dollar, et comment potentiellement il peut un peu changer les règles de ce système international en changeant le rôle du dollar dans l'économie mondiale. Donc a priori, c'est un sujet qui fait moins la une des journaux que les questions de commerce, que la politique aussi intérieure aux États-Unis et la répression mise en place par Trump, ou l'arrêt de l'aide au développement, qui a aussi été très importante et immédiate. Et pourtant, c'est un sujet que je pense aussi fondamental. Alors peut-être, à mon avis, il y a deux raisons pour lesquelles on en parle un peu moins. C'est que pour l'instant, il a eu un peu moins de conséquences, on va dire, matérielles immédiates. On va voir qu'il y a déjà des conséquences et que de nombreuses briques ont déjà été mises en place par l'administration américaine. Mais effectivement, il y a eu moins de conséquences immédiates comme les tarifs ou comme les barrières douanières. Et puis la deuxième raison, c'est quand même qu'on est dans un univers assez complexe dès qu'on parle d'arrangement monétaire ou de finances, qui fait que c'est un peu plus difficile à expliquer, en tout cas à saisir immédiatement les enjeux politiques qu'il peut y avoir derrière des éléments relativement financiers un peu complexes. Mais pourtant, cette nouvelle diplomatie du dollar, elle est très claire chez Trump, notamment dès le programme justement qui annonce son deuxième mandat. C'était beaucoup moins clair, c'est un autre exemple de quelque chose qui était beaucoup moins clair dans le premier mandat et qui devient central dans le second mandat. Donc c'est déjà là, en fait, dans le programme de Trump, c'est un programme certes succinct, mais qui avait 15-20 propositions fortes. Et parmi ces 15, je crois que c'était 19 exactement, propositions fortes, il y en avait 2 qui concernaient les éléments monétaires, ce qui est déjà beaucoup, enfin déjà largement supérieur à n'importe quel programme en Europe. Mais donc vraiment la monnaie est déjà centrale chez Trump dès le départ et dans son programme. Il y avait ces 2 éléments. Il y avait le premier qui était de renforcer le rôle du dollar à l'international. C'était clairement écrit. Et le deuxième, c'était de développer les crypto-monnaies. Donc a priori, donc ça va le programme, donc c'est ça a maintenant plus d'1 an avant son élection. Les gens voient ça de manière un peu déjà relativement négligeable par rapport notamment à la question commerciale. Et puis surtout, certains disent c'est contradictoire. C'est-à-dire qu'à la fois, il veut développer les crypto-monnaies, donc pour dire vite un peu le Bitcoin. Donc s'il développe le Bitcoin, c'est contradictoire avec renforcer le rôle du dollar. Donc c'était assez rapidement mis dans la case des élucubrations de Trump, du côté un peu irrationnel, où en fait il donne, on ne sait pas vraiment ce qu'il dit, puis il essaie de donner des gages à ses financeurs ou à son électorat. Et puis en fait, dès qu'il est élu, et en janvier, notamment Pierre le rappelait, dès qu'il prend pouvoir, il signe énormément de décrets tout de suite. Et là, il y a un décret où en fait, il précise ce qu'il veut faire et que justement ces 2 points qui apparaissaient avant ne sont pas contradictoires. Donc le décret dit clairement le but est de renforcer la domination internationale du dollar et que pour cela, les États-Unis doivent développer des stablecoins adossés sur le dollar à l'international. Donc qu'est-ce que sont ces fameux stablecoins adossés sur le dollar ? Donc les stablecoins, donc il faut expliquer ce que c'est. Des stablecoins, c'est une forme de crypto-monnaie, mais qui est assez différente du Bitcoin. Le Bitcoin, peut-être vous en utilisez, vous en entendez parler, c'est une crypto-monnaie qui est complètement décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un émetteur, il n'y a pas un seul émetteur. En fait, c'est les gens qui valident les Bitcoins qui l'émettent. Et puis elle a un prix qui fluctue énormément.
Donc ça, c'est le Bitcoin et tout un groupe de monnaies, ce qu'on appelle des monnaies crypto décentralisées. Et ensuite, il y a d'autres types de crypto-monnaies qui est aujourd'hui moins importante et donc aussi un peu moins connue, mais qui sont les stablecoins. Donc stablecoin, il y a stable dans le nom, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque et que tout est stable, au contraire, on pourra y revenir. Mais par contre, en fait, leur valeur est fixée sur une autre monnaie. Donc un stablecoin, je prends un exemple, il y en a un qui s'appelle USDC. Un USDC, ça vaut $1. Voilà. Donc c'est ça un stablecoin, et c'est pour ça qu'on dit qu'il est stable, c'est-à-dire que c'est équivalent à une autre monnaie. Donc un stablecoin, en fait, c'est juste quelque chose qui est équivalent à une autre monnaie, donc qui est garantie, la valeur, elle est garantie par les réserves de l'émetteur qui va émettre des stablecoins. Vous avez une compagnie privée qui émet stablecoin, donc c'est comme un billet de banque à l'ancienne, mais sauf que c'est de la monnaie électronique. Et puis celui qui détient cette monnaie-là, à n'importe quel moment, il peut l'échanger, il peut aller voir l'entreprise qui l'a émise et l'échanger contre des dollars ou des euros potentiellement, mais aujourd'hui ça se fait surtout en dollars. Et donc l'idée de Trump derrière, c'est de faire en sorte que dans le monde entier maintenant, une grande partie des gens utilisent cette nouvelle forme de monnaie, qui seraient des stablecoins, dont la valeur en fait vaudrait $1. Donc c'est pas des dollars, parce que c'est une autre monnaie qui a un nom différent. Donc je citais tout à l'heure USDC, mais il y en a d'autres. Le plus connu c'est Tether par exemple. C'est le plus gros. Donc c'est des choses qui ne sont pas des dollars, mais qui valent $1. Et pour être sûr que ces entreprises qui émettent ces monnaies en garantissent la valeur, que ça vale $1, elles doivent détenir des dollars. Alors qu'est-ce que ça veut dire détenir des dollars? Ce n'est pas des piles de billets qui détenir dans un coffre, ça veut dire n'importe quel titre financier en dollars. Donc souvent, ça peut être des dépôts en dollars dans une banque américaine, ou ça peut être par exemple de la dette publique en dollars. Ouais. Donc l'idée qu'il y a derrière l'idée de Trump, c'est de dire qu'en fait, les gens dans le monde entier vont utiliser cette nouvelle forme de monnaie, et en utilisant cette nouvelle forme de monnaie, en le sachant ou sans le savoir d'ailleurs, en fait, ils détiennent des dollars. Et donc, ça augmente la demande dans le monde pour les dollars par l'intermédiaire de cette nouvelle forme de monnaie qui sont des crypto-monnaies dites stables, donc les stablecoins. Donc, c'est l'idée, une des principales idées de l'administration Trump dès janvier et qui va se mettre petit à petit en place jusqu'au vote en juin d'une loi qui s'appelle, c'est en même temps que le Big Beautiful Bill, et cette-ci s'appelle le Genius Act, donc on est toujours et donc dont le but c'est de donner un cadre réglementaire assez basique à ces stablecoins pour que les entreprises puissent plus facilement les émettre et que les utilisateurs aient un relativement de sûreté quand ils utilisent ces stablecoins. Donc je rappelle, voilà, l'idée est assez simple, c'est vraiment de dire les gens dans le monde entier vont utiliser un nouveau type de monnaie, donc dit crypto, qui va être adossé à de la monnaie américaine standard et qui donc en réserve vont détenir plus de dollars. Donc après on se dit c'est un coup génial, quoi. C'est-à-dire que non seulement ça cache un peu la politique américaine, c'est-à-dire que les gens ne vont pas forcément avoir le sentiment qu'ils détiennent des dollars, et puis en plus ça peut générer une nouvelle demande pour le dollar. Et donc aussi pour la dette publique américaine, puisque je le disais tout à l'heure, quand on dit ces entreprises doivent détenir des réserves en dollars, une partie, c'est pas totalement sûr, mais potentiellement une grande partie, ça peut être de la dette américaine. Et donc là, à la fois l'administration américaine, des grandes banques américaines se mettent à faire des estimations. Donc là, on est au printemps dernier, en gros, et tout ça va très vite, hein, parce que, comme je l'ai dit, Trump signe son décret fin janvier. Les premières déclarations de BSN, donc l'équivalent du ministère de l'économie ou des finances chez nous, c'est en mars, où il dit voilà, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et puis dès avril, mai, donc là, on commence à avoir les premières estimations du Trésor. Donc les estimations qui courent, qui ont été reprises, y compris par le ministère de l'économie et des finances américaines, mais aussi par beaucoup de banques, comme je le disais, ça serait qu'on passerait d'un marché de stablecoin dans le monde qui est aujourd'hui en gros égal entre 250 et 300 milliards à entre 2000 et 3000 milliards d'ici 5 ans. Et donc quand on voit ces graphes que fait l'administration américaine, on voit justement les autres détenteurs de la dette américaine. Donc souvent on met les plus gros détenteurs de la dette américaine aujourd'hui, c'est justement Europe, tout compris, Japon, Chine. Et en gros chacun détient à peu près 1000 milliards. Donc si
d'un coup, les émetteurs de stablecoin détenaient 2000 milliards, vous voyez, ça fait que déjà, la plus grande partie de la dette américaine ne serait plus au Japon ou en Chine, mais serait détenue par des émetteurs privés. Toute la question, c'est dans quelle mesure ces émetteurs peuvent être plus ou moins affiliés politiquement ou avoir des connexions avec les intérêts américains. Donc ça, c'est en gros le plan, on va dire, américain, qui a ses potentielles failles, on va revenir, mais qui a le mérite d'être relativement clair. Bon, ça pose deux questions immédiates. La première, c'est pourquoi ces stablecoins et qui veut vraiment utiliser une monnaie qui, comme on l'a dit, vaut $1. Et avant le plan de Trump, beaucoup de gens disaient ces stablecoins, ça ne va jamais marcher parce que en fait, personne ne fait de gain. Ce n'est pas comme le Bitcoin. Vous n'avez pas l'espoir, mais aussi le risque d'avoir le prix qui va augmenter de 30% en un mois. Au contraire, là, c'est toujours la même valeur. Donc, vous ne faites aucun gain sur cette monnaie. Donc, pourquoi est-ce qu'on pense qu'il peut y avoir une augmentation de l'utilisation de cette monnaie? C'est parce qu'il est très facile de l'utiliser partout dans le monde, à l'international. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites un virement d'un pays, des États-Unis au Nigeria, c'est quand même assez compliqué, il y a des frais qui sont très importants. Si vous faites un virement en stablecoin, il n'y a aucun frais et c'est absolument immédiat. Donc ça, déjà, et c'est pour ça que c'est utilisé aujourd'hui, c'est notamment beaucoup utilisé par des gens qui justement font des achats et des ventes en Bitcoin. Et puis quand ils vendent leur Bitcoin, plutôt que de mettre ça sur leur compte en banque dans leur pays, de payer un impôt sur la plus-value réalisée et d'ensuite avoir du temps, il est plus facile de passer ça en stablecoin. Et puis ça peut être tentant pour beaucoup de gens qui font des transferts de fonds, y compris individuels, notamment des migrants qui envoient de l'argent à leur famille. La deuxième raison, et ce qui peut être fort en dehors de l'Europe, c'est que la monnaie, donc, comme on l'a dit, est relativement stable puisqu'elle est adossée au dollar. Or, il y a plein de pays où il y a de l'inflation et dans des pays où vous avez de l'inflation qui peut être assez importante, 50% par an, etc., l'idée d'avoir en fait une monnaie qui vous prémunit contre l'inflation peut être tentante. Auparavant, et on sait qu'il y a plein de pays où on sait que les gens justement utilisaient des dollars parce qu'il y avait beaucoup d'inflation, là en fait c'est une manière beaucoup plus facile pour n'importe quelle personne d'avoir accès à une monnaie étrangère et donc de se prémunir contre l'inflation. La troisième raison, c'est sur pardon, donc j'ai dit l'inflation. Ah oui, et donc l'idée, c'est que c'est aussi beaucoup plus facile pour les gens qui n'ont pas de compte bancaire. Et là encore, en fait, en Europe, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer parce que, en tout cas pour la majorité de la population, puisque en Europe, environ 95% des gens ont des comptes bancaires. Mais dans de nombreux pays, il y a beaucoup plus de personnes qui ont un téléphone que de personnes qui ont un compte bancaire. Dans beaucoup de pays dans le monde, il y a 50% des gens qui ont un compte bancaire. Mais tout le monde a un téléphone. Donc si vous pouvez payer avec ces stablecoins, ça rend l'utilisation de la monnaie beaucoup plus facile, et notamment pour des gens qui, n'ayant pas de compte bancaire, en fait, sont soumis à des risques, doivent transporter du cash, de la monnaie, qui peut être volée, qui peut avoir des faux billets ou des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui peut être relativement tentant, notamment dans des pays émergents où il y a des systèmes financiers formels qui sont relativement peu développés. Et donc le pari un peu de l'administration américaine derrière ça, c'est que beaucoup de gens vont utiliser en fait ces stablecoins à travers des grandes entreprises américaines de la tech qui ont aujourd'hui un monopole très fort sur les messageries. Donc on peut évidemment penser à WhatsApp, Facebook, Meta, etc. Et puis aussi sur le commerce, donc Amazon, etc. Ce qui pour l'instant n'est pas encore arrivé. Donc on est dans une situation où en fait on est un peu dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens au printemps qui disaient dès que les États-Unis vont passer cette loi en juillet, on va avoir des grandes compagnies américaines qui vont tout de suite proposer au monde entier d'utiliser les stablecoins à travers leur système de messagerie. Pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est un peu dans l'entre-deux, où on a vu depuis des mois les briques d'un puzzle se mettre en pièces sans avoir de conséquences encore immédiates, et on est plus sur des anticipations, comme je disais, des prévisions qui sont faites par certains instituts, par des banques pour l'instant. Donc les conséquences, je pense qu'on va revenir dans la discussion, mais évidemment pour beaucoup de pays, ça, pour le dire rapidement, ça peut menacer leur souveraineté monétaire, parce que pour beaucoup de pays, en gros, la population pourrait, donc entreprises ou aussi ménages, d'un coup utiliser beaucoup plus facilement qu'avant, quand ils agissaient d'avoir des billets en dollars, une monnaie qui serait une monnaie étrangère. Donc quels sont les risques aujourd'hui? C'est ce qui
passionne beaucoup d'économistes, dont moi, Vincent il faisait allusion, sur lesquels j'ai un peu écrit ces derniers temps. Je pense que ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que le risque est beaucoup moins fort en Europe, directement, justement, parce que la majorité de la population a accès à des comptes bancaires, à des paiements en Europe, en tout cas, qui sont rapides, qui sont sûrs, que dans d'autres pays. Mais le fait que ça puisse arriver de manière beaucoup plus importante dans d'autres pays ne veut pas dire que ça ne concerne pas l'Europe, notamment puisqu'il y a énormément de commerce, mais aussi de transfert de fonds entre les pays européens et les autres pays du monde. Et ce que je veux dire pour finir, et avant sans doute dans la discussion entrer un peu plus dans les détails, et aussi tout ce qui entoure cette politique avec des soupçons de conflit d'intérêts, voire de corruption, dans des cas avec l'Argentine aussi d'avoir une diplomatie du dollar, de faire des prêts. Ce qui en fait, là-dessous, il y a deux enjeux principaux. L'enjeu, c'est un peu la souveraineté monétaire. Qu'est-ce qui va rester de la souveraineté monétaire au XXIe siècle si les États-Unis mettent en place cette politique et si elle réussit de manière massive? Et puis l'autre enjeu, ce qui renvoie directement à ce que jouait Pierre Aski précédemment, c'est quelle mondialisation sont les États-Unis? Parce qu'aujourd'hui, la réponse qu'il peut y avoir des pays, c'est en fait de s'organiser entre eux pour organiser des systèmes de paiement transfrontaliers qui seraient rapides, qui seraient beaucoup plus sûrs et qui éviteraient cette solution qu'on voit émerger, qui serait de passer par des systèmes de crypto-monnaie en fait, qui seraient à l'avantage des États-Unis. Donc ce qu'on appelle un peu un multilatéralisme de paiement. Donc, dans quelle mesure est-ce que les autres pays seraient capables eux-mêmes de recréer un multilatéralisme des paiements en fait, pour harmoniser leur système de paiement sans les États-Unis, voire contre les États-Unis. Et c'est là qu'on retombe sur tous les enjeux géopolitiques qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en même temps, la Chine, effectivement, prend une autre voie. Est-ce qu'elle veut le faire main dans la main avec tous les pays? C'est pas sûr. Mais ce qui est intéressant, et je pense que c'est là où, pour revenir à l'Europe, en tout cas la marge que l'Europe ne doit pas manquer, c'est qu'il y a certains pays, je pense particulièrement à l'Inde et le Brésil, qui sont en train de prendre des mesures très claires, justement, pour éviter que leur système domestique devienne de plus en plus assujetti aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, pour l'Europe, ça va être en fait, à mon avis, clé quand même de savoir quel partenariat nouer avec ces pays pour avoir une place dans un système relativement fragmenté ou entre eux, et pour revenir, et je pense qu'on a dit, entre la Chine et les États-Unis pour faire vite. Merci beaucoup sur un sujet qui est compliqué, donc de nous avoir fait cette explication sur le rôle, ce qu'est un stablecoin et le rôle des stablecoins. Donc on voit qu'il y a des enjeux, il y a déjà eu beaucoup de mesures qui ont été mises en place, mais il y a des enjeux qui sont en suspens, qui sont nombreux sur le plan financier, sur les enjeux sur le numérique, les demandes qu'il y a sur le numérique. Mais peut-être une première question que je voudrais poser, et peut-être à Kevin, mais n'hésitez pas à rebondir les autres. C'est d'une certaine manière, est-ce que, dans cette première phase en tout cas, est-ce que Trump a gagné? Parce que, on peut se dire, bon, au-delà de l'aspect autoproclamé de roi du deal de Donald Trump et donc de ses accords qu'il a obtenus de ses principaux partenaires commerciaux, sauf la Chine pour le coup. Est-ce que la littérature en commerce international nous dit que augmenter ses droits de douane pour un grand pays, s'il n'y a pas de représailles des autres pays, c'est plutôt bénéfique. Donc dans cette perspective, est-ce qu'on pourrait dire que Donald Trump a plutôt gagné son pari, là où on en est aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui? Peut-être, mais peut-être pour une autre raison. Enfin, il espère récolter des impôts avec ces tarifs douaniers, n'est-ce pas? Et il espère utiliser cet argent pour pouvoir baisser le taux d'impôt sur les revenus. Et là, il a un grand intérêt. Et bon, les États-Unis avaient fait ça dans le 19e siècle, ils en parlent toujours. Je crois que là-dessus, il est complètement sincère. Je crois qu'il veut vraiment récolter de l'argent pour le Trésor américain, pour pouvoir ensuite diminuer les impôts pour les riches et aussi pour les autres. Mais à long terme, je crois que c'est mauvais pour les États-Unis, mais pas pour les raisons que donnent les économies. Je crois que géopolitiquement, c'est dangereux pour les États-Unis. Déjà, ils sont sur une pente déclinante relative pour les raisons que vous aviez évoquées. L'Asie monte forcément et leur part de l'économie et notre part en Europe, ça va diminuer, tant mieux, parce que c'est bien que les Indiens et les Chinois et autres deviennent plus riches, mais ça veut dire que les États-Unis auront moins de pouvoir. Et il me semble que ce qu'il est en train de faire, ça va diminuer leur pouvoir encore plus, parce que déjà, il n'a plus d'alliés, il n'a plus d'amis, il a des gens qui vont peut-être
signer un accord parce qu'ils n'ont pas de choix, mais c'est plus des alliés, n'est-ce pas? Et il est prévisible, à mon sens, que par exemple en Europe, d'ici 10 ans, les Européens sont toujours capables de gâcher tout, mais c'est quand même prévisible que d'ici 10 ans, entre les Polonais, les Scandinaves, les Baltes et les Allemands, on sera beaucoup plus fort militairement, et à ce moment-là, on pourra faire ce qu'on veut un peu plus. Et c'est pas seulement ces questions d'alliés, mais c'est aussi la question de, je ne sais pas en français, soft power, pouvoir mou, je ne sais pas, c'est pas comme ça que ça traduit. C'est soft power. Vous dites soft power. Le soft power, il a détruit complètement, c'est évident. Et ça, c'est une autre source de leur puissance relative, c'est leurs universités. Bien sûr, là, ça ne va pas bien non plus. Donc, il me semble qu'à long terme, ça va être un point tournant pour les États-Unis, mais pas dans le bon sens. Pierre Aski ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un pays au monde qui n'essaye pas de réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis, en le disant ou en ne le disant pas. La Chine le dit, le plan quinquennal qui vient d'être approuvé par le plénum du comité central du Parti communiste chinois, qui est un moment important dans la vie politique chinoise, est entièrement basé sur l'autosuffisance technologique, réduire toutes les dépendances vis-à-vis des technologies occidentales. Mais en Europe, on ne le dit pas parce qu'on ne peut pas le dire, mais on est en train à la fois de dire oui à Trump, à tout ce qu'il demande, et de préparer l'affaiblissement des dépendances, que ce soit sur le plan militaire, mais aussi sur le plan économique, avec un point faible sur lequel je ne sais pas comment on fera, et c'est la technologie. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes pieds et poings liés face à la technologie américaine. Juste sur le plan de l'anecdote, mais vous savez qu'il y a un juge français de la Cour pénale internationale qui vient d'être sanctionné par l'administration Trump. Donc ils ont sanctionné 7 juges de la Cour pénale pour avoir mis en examen Netanyahou. Et parmi eux, il y a un Français. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé exclu de tout service ou de société américaine. Il n'a plus de compte Gmail, Google, il ne peut plus utiliser Microsoft, il ne peut plus utiliser de carte Visa ou American Express, et il ne peut plus réserver de chambre sur Airbnb, etc. etc. Ça, c'est un individu. Et pire pour lui, parce qu'il est marié à une Américaine, si sa femme lui rend un service, elle peut faire 10 ans de prison aux États-Unis, parce qu'aucun citoyen américain n'a le droit d'aider une personne sous sanction, sous peine de 10 ans d'emprisonnement, ce qui est surréaliste. Mais ce qui est valable pour un individu, imaginons que demain, Trump nous dise « vous supprimez les régulations du numérique européennes, autrement on vous coupe l'accès à tous ces services ». Qui ici utilise autre chose que des services américains? Oh, bravo. Linux, oui. Oui, oui, mais vous êtes deux dans tout l'amphi. Non, mais et on a là un retard et une dépendance qui est totale. Merci. Peut-être pour continuer justement sur ce côté européen, voilà, on voit qu'on a eu peu de réactions. Il me semble, vous avez parlé de capitulation tout à l'heure, alors même qu'on était aussi dans une dynamique on parlait d'une commission européenne géopolitique en 2019, on avait développé un certain nombre d'instruments. Donc peut-être Mathilde, sur cet aspect-là, est-ce que ce n'est pas une autre victoire de Trump, justement, d'avoir fait en sorte que les Européens ne réagissent pas, ne se saisissent pas de tous ces instruments qu'ils avaient à disposition? Et qu'est-ce que ça veut dire aussi? Parce qu'on voit que c'est un processus qui est en cours. Il y a peut-être une trêve aujourd'hui avec l'accord, mais il y a d'autres enjeux qui arrivent sur le numérique. On va voir le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui va être mis en place. Donc il y a de nouveaux enjeux qui vont arriver. Est-ce qu'il y a des perspectives que les Européens coopèrent plus ou aient une position plus affirmée sur ces sujets vis-à-vis de Trump?
Alors, c'est certain que pendant le mandat précédent, donc 2019-2024, on avait aussi considérablement renforcé nos outils de défense commerciale. Et donc, au-delà des mesures un peu traditionnellement utilisées pour essayer de se protéger, donc à la fois avec les mesures anti-dumping, anti-subvention, et puis des clauses de sauvegarde quand vraiment on a des afflux de produits très importants sur notre marché, on avait imaginé des nouveaux outils un peu plus géopolitique pour pouvoir résister à certaines attaques, notamment un instrument anti-coercition qui visait à pouvoir en fait donner une réponse européenne aux pays qui tentent d'influencer nos politiques, notamment en utilisant l'arme commerciale. Ce texte, il a été adopté après les restrictions commerciales que la Chine a imposées à la Lituanie après l'amélioration de ses relations commerciales avec Taïwan en 2021. Mais il n'a pas été mobilisé jusque-là, alors qu'il permettrait d'utiliser plein d'outils de contre-mesures à la fois contre un gouvernement ou contre des proches d'un gouvernement. On aurait pu imaginer aussi que Elon Musk, au moment où il était au Doge, puisse être ciblé par ce type de mesures, avec des restrictions sur les échanges de biens et de services, sur les droits de propriété intellectuelle, les investissements directs étrangers, des contraintes d'accès aux marchés publics, sur les marchés des capitaux, les autorisations aussi de produits de commercialisation en vertu de règles chimiques et sanitaires. Donc vraiment un éventail très très large. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ça n'a même pas été discuté vraiment, la possibilité de se saisir de cet outil-là vis-à-vis des États-Unis. Déjà, quand on a préparé la liste de contre-mesures sur les droits de douane, il y a des pays qui allaient régulièrement à Washington, pour l'Allemagne pour ne pas les citer, et qui disaient presque directement aux États-Unis on prépare une liste, mais on ne l'utilisera pas. On va pas. Enfin, c'est vraiment pour faire de la négociation avec vous. Et donc, sur cet instrument-là, je ne sais pas s'il aurait fallu aller jusqu'à l'utilisation véritable de cet instrument, mais on aurait pu au moins prétendre de l'utiliser ou d'y réfléchir sérieusement, parce que je pense quand même que sur tout l'aspect du numérique, on est quand même malgré tout un énorme marché pour ces grandes plateformes, pour ces GAFAM, et que il ne faut pas non plus sous-estimer la force de l'Union européenne, et qu'on a vu sur d'autres sujets des grands patrons américains demander à Donald Trump de changer certaines modalités des décrets ou des annonces qu'il était en train de faire, parce que pour Apple, c'était pas possible de taxer tous les produits en provenance de la Chine ou d'autres destinations de façon uniforme, etc. Donc, je pense qu'on aurait pu quand même essayer d'utiliser ce levier-là, que ça aurait pu nous donner des relais dans les entreprises américaines, et qu'on ne l'a pas fait du tout. Et par ailleurs, encore une fois, je l'ai invoqué moi aussi, et donc cet argument sur l'Ukraine, c'est un peu l'argument massu qui fait que l'Union européenne s'est retrouvée un peu tétanisée. Mais rien ne dit que parce qu'on accepte aujourd'hui les conditions de Trump, ce soutien militaire va rester. Et donc, vu la versatilité des demandes et le rythme auquel elles vont, on n'est pas sûr non plus d'avoir acheté de la tranquillité pour si longtemps, puisque ça ne fait même pas partie du deal tel qu'il est écrit. C'est un élément sous-jacent, mais qui n'est quand même pas très solide. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et après, moi, par rapport à juste la question qui était posée avant, je pense aussi que sur tous ces enjeux de transition, on est quand même véritablement en train pas nécessairement de préparer l'avenir. Et donc, si vraiment on se met à acheter plus que de raison des hydrocarbures des États-Unis, c'est quand même une façon de retarder tous les efforts qu'on pouvait commencer à déployer sur notre décarbonation et sur notre indépendance stratégique par rapport aux États-Unis. Donc là aussi, la réponse européenne, elle est à demi-mot. Enfin, j'espère vraiment qu'on travaille à cet agenda d'autonomie, mais les termes du deal tels qu'ils ont été passés n'y concourent pas vraiment.
Peut-être voilà, pour accélérer un peu, parce que j'aimerais aussi avoir, avant son départ, la réaction de Pierre Aski là-dessus. Il y a beaucoup de questions sur cette dimension, sur voilà, différents aspects, mais qui reviennent finalement à qu'est-ce qui pourrait arrêter Donald Trump. Donc on a, voilà, non mais il y a plusieurs, voilà, aujourd'hui on a le début des auditions devant la Cour suprême sur justement la légalité de l'utilisation de l'International Emergency Economic Power Act, qui est l'instrument majeur utilisé par Donald Trump. Donc c'est un premier élément. On a vu qu'il y avait eu des élections aussi hier qui avaient été plutôt défavorables à Donald Trump et favorables aux démocrates, même si c'était des élections avec des enjeux relativement limités. Mais est-ce que cette perspective des élections de mi-mandat l'année prochaine pourrait être quelque chose ? On a parlé aussi, juste au lendemain du Liberation Day, la réaction des marchés financiers juste après le 3 avril, qui avait voilà, été évoquée comme une des raisons du recul de Donald Trump une semaine après. Donc voilà, est-ce qu'il y a des éléments qui nous font penser qu'il y a, voilà, ou peut-être la Chine d'ailleurs, que vous avez évoqué tout à l'heure, donc voilà, quels sont les éléments qui pourraient freiner Donald Trump et en tout cas réduire ses moyens d'action tels qu'ils sont aujourd'hui, qui paraissent illimités aujourd'hui? Je pense qu'il y a à la fois des éléments intérieurs et des éléments internationaux. Sur le plan intérieur, oui, vous en avez fait un peu la liste. C'est vrai qu'il a réussi à neutraliser le Congrès. Le Congrès n'existe plus comme pouvoir. Il y avait 3 pouvoirs, il y en a un qui a disparu, qui est le Congrès, qui ne joue pas son rôle, même et qui ne le joue pas volontairement en plus, ce qui est quand même une sorte de harakiri incroyable. Lorsque, vous savez, il y a cette guerre qui est menée, parce que c'est le mot qui est employé dans les Caraïbes, donc il y a déjà 14 navires bateaux qui ont été coulés par la marine américaine, faisant 67 morts d'après les chiffres officiels américains, et sans passer par une autorisation du Congrès. Et il y a eu une résolution qui a été déposée par les démocrates, mais qui se voulait bipartisane pour forcer l'administration à venir devant le Congrès. Les républicains ont voté en masse contre cette résolution, donc en renonçant à exercer leurs prérogatives, ce qui est quand même assez stupéfiant. Il y a la justice, et là il y a une guerre de tranchées qui se déroule à plusieurs niveaux dans toutes les juridictions et qui essaye d'empêcher Trump d'abuser de ses pouvoirs. Mais il faut bien le dire qu'il a réussi en 9 mois à centraliser les pouvoirs autour de l'exécutif et autour d'un homme, de lui-même. Je voyais quelqu'un hier qui était dans l'ancienne administration et qui me disait qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est que les niveaux intermédiaires de l'administration sont dépeuplés, puisqu'ils ont viré tous ceux qui avaient des accointances démocrates et ils ne les ont pas remplacés ou mal remplacés. Donc il y a tout un tas de décisions qui étaient prises à un niveau intermédiaire qui ne sont plus prises en ce moment, et que toutes les décisions importantes sont soumises à Trump lui-même, qui est l'arbitre ultime de toutes les décisions importantes dans ce pays. C'est une grande faiblesse. Est-ce qu'il y aura un moment, un réveil du système contre cette ultra-centralisation parce qu'il sera allé trop loin sur un sujet ou qu'il aura franchi des lignes rouges qu'on ne voit pas réellement apparaître? C'est impossible à dire. L'autre réaction, c'est évidemment ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire tous les scrutins qui étaient en jeu hier, que ce soit le maire de New York, évidemment, 2 postes de gouverneur et tout un tas de fonctions de plus ou moins importantes, mais y compris au plus bas, elles ont toutes été remportées par les démocrates. Ce qui, évidemment, suscite chez les démocrates cette idée que l'année prochaine, au midterm, donc dans 1 an précisément, ils seront en mesure d'inverser la vapeur. Après, on n'est pas à l'abri, et franchement, moi je dis ça sans y croire tellement c'est énorme, d'un coup de force de Trump qui invoquerait l'Insurrection Act, qui est une loi du 19e siècle
qui lui permettrait de déclarer un état d'urgence, de suspendre les élections, de déployer l'armée. Tout ça paraît surréaliste. On parle des États-Unis, on parle du pays dont Tocqueville a vanté les contre-pouvoirs, mais il y a des gens très sérieux aux États-Unis aujourd'hui qui pensent que c'est sur la table et que ce n'est pas de l'ordre de l'impossible. Voilà, tout ça est véritablement troublant. Sur le plan international, on a aujourd'hui effectivement des pays, la Chine, le Brésil, l'Inde, qui résistent aux oukases et à cette vague. Est-ce que ça peut aller plus loin? Pour revenir sur la question de la monnaie, c'est très intéressant. Trump a menacé publiquement, il l'a dit, que tout pays qui essayerait de se déconnecter ou de se défaire de sa dépendance au dollar serait pénalisé, serait sanctionné. Or, il y a tout ce débat au sein des BRICS sur la création d'une monnaie des BRICS, etc., qui est très complexe parce que si cette monnaie voyait le jour, elle serait sous domination chinoise aujourd'hui. Le poids de la Chine est tel dans cet ensemble que ça serait la Chine qui en serait le moteur. Et je pense que beaucoup de pays, y compris le Brésil et l'Inde, n'ont pas envie de passer de la domination américaine à la domination chinoise. Et donc, la question, elle est est-ce qu'il y a une troisième voie? Et c'est là que l'Europe aurait une carte à jouer en termes d'initiative, etc., qui serait de proposer en gros une sorte d'alliance ou en tout cas ne serait-ce que de discuter avec les pays qui n'ont envie ni d'être sous la coupe de Washington ni sous celle de Pékin. Et là, il y a peut-être une voie un peu médiane qui est originale qu'on a encore du mal à imaginer.